vont essayer d'y résister, la question demeure. Oui. Je termine en vous disant que c'est quand même une très grande victoire du Mali, une victoire au plan légal, une victoire au plan politique qui montre que effectivement ces sanctions de l'UEMOA sont totalement illégales et la levée de ces sanctions a été ordonnée par la Cour à la demande d'un collectif d'avocats uniquement maliens. D'accord. En d'autres temps, on aurait commis des avocats français, anglais ou autres là, comme si c'était eux seuls qui connaissaient la loi internationale. D'accord, Maître Konaré, une ordonnance qui va donc faire jurisprudence. Modibo Makalou, on est à la confluence de deux mots, les finances, les économies. Pour le citoyen lambda, les néophytes, qu'est-ce qu'il doit retenir de cette ordonnance de la Cour de justice de l'UEMOA? Merci, Sekou. Nous sommes dans un embrouillamini juridico-politique. Je m'explique. Vous avez la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui regroupe les 15 États de l'Afrique de l'Ouest. Et cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est une communauté économique régionale de l'Union africaine, qui en a 5 régions géographiques, donc l'Afrique de l'Ouest et la CEDEAO. Mais maintenant, vous avez deux institutions jumelles, l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, qui a été créée le 12 mai 1962 et qui a créé le franc CFA et qui regroupe les 8 pays qui ont en partage le franc CFA en Afrique de l'Ouest. Et vous avez maintenant l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui s'occupe des problèmes d'intégration économique, de tarifs extérieurs communs, de politique commerciale, de libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux, etc. Mais les mêmes pays sont membres de l'UMOA et de l'UEMOA. Donc l'UEMOA a été créé le 10 janvier 1994. Mais maintenant, l'instance suprême de l'UMOA et de l'UEMOA sont les mêmes 8 chefs d'État. Et c'est l'organe suprême qui prend les décisions. Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? C'est le 9 janvier, notre pays a été sanctionné par la CEDEAO. Tous les pays membres de l'UMOA et de l'UEMOA sont membres de la CEDEAO. Mais là où le bas blesse, un pays comme la Guinée, qui est membre de la CEDEAO, mais qui n'est pas membre de l'UEMOA et de l'UMOA, n'a pas subi les mêmes sanctions qu'un pays comme le Mali, qui est membre de l'UEMOA et de la CEDEAO. Donc, il y a quand même un principe, il y a vraiment amalgame, et puis il y a injustice au niveau de ce qui est appliqué. Maintenant, l'ordonnance, étymologiquement, c'est ordonné. Mais l'organe suprême de l'UEMOA, c'est la conférence des chefs d'État. C'est la même chose que pour l'UMOA. Mais comme Maître Konaré vient de le dire, tout ce qui concerne les aspects bancaires et financiers concerne l'UMOA, le franc CFA, la banque centrale. C'est-à-dire, il y a la conférence des chefs d'État de l'UMOA et l'organe suprême de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et ensuite, vous avez le conseil d'administration, vous avez le conseil de politique monétaire, etc. Mais l'organe suprême, ce sont les chefs d'État. Et ce sont ces chefs d'État qui ont sanctionné le Mali. Mais pas au titre de la CEDEAO, parce que tous les pays, il y a 7 autres pays qui ne font pas partie de l'UMOA. Okay. Donc, vraiment, on est dans un embrouillamini, c'est un imbroglio juridico-politique que Maître peut-être va élaborer plus, mais moi, je n'y comprends plus rien. D'accord. Maître Konaré, on sait qu'en Afrique de l'Ouest, désormais, le salut peut provenir du juge communautaire. Il a été saisi par le Mali, il s'est assumé. Est-ce que, comme dans nos États, il n'y a pas de risque que le politique et la politique entrent en jeu et torpillent cette décision de justice de la Cour de justice de l'UEMOA en ne respectant pas l'applicabilité de cette ordonnance-là? Est-ce qu'il y a des risques que ça puisse être piétiné? Le risque est élevé. Je veux dire, normalement, quand une décision comme celle-là est rendue, elle est transmise à la commission de l'UEMOA qui procède au dégel
des comptes du Mali au niveau de la BCEAO et qui lève toutes les restrictions faites sur la gestion de l'argent du Mali. Mais le risque que, pour que la Commission agisse ainsi, il faudrait qu'elle obtienne, même officieusement, l'aval des chefs d'État. Et donc, si jamais les chefs d'État lui disent de ne pas exécuter, ce serait une illégalité de plus, mais ce serait une situation extrêmement dangereuse et un précédent. Mais en parlant d'hiérarchie de normes ici, est-ce que la conférence des chefs d'État est au-dessus de la Cour de justice de l'Union? Non, la conférence des chefs d'État est le premier organe de l'UEMOA comme de la CEDEAO, comme le président de la transition est la première autorité du Mali. Mais un décret du président de la transition peut être annulé par la Cour suprême. Ce qui ne signifie pas que la Cour suprême soit au-dessus du président de la transition, mais la Cour suprême est chargée de veiller à la régularité de l'application du traité qui lie les États. Okay. Donc, quand une décision de la conférence des chefs d'État est illégale, c'est la Cour qui peut l'annuler, c'est la Cour qui peut en suspendre l'exécution. Et donc, raisonner en faisant croire que la conférence des chefs d'État est un organe supérieur à la Cour et que par conséquent la Cour ne peut pas annuler cette décision, c'est raisonner de travers. Okay. Maintenant, au cas où la commission de l'UEMOA refuserait d'exécuter la décision de la Cour, ça va créer un très très fâcheux précédent. Mais le risque existe. D'accord, Bamba. Application ou pas, quand même, c'est une victoire d'étape, puisque partout, que ce soit au Mali, dans la sous-région, en Afrique, même à l'international, cette décision-là avait été qualifiée d'illégale et d'illégitime. On vient d'avoir la preuve avec la Cour de justice de l'UEMOA. Application ou pas, quand même, c'est une victoire un peu de la vérité sur le mensonge. Absolument, c'est une victoire du Mali. Cela veut dire que dans ce pays, on a, comme il a dit, de très bons avocats, de très bons juristes qui peuvent défendre la cause du Mali sans que nous passions par des factures plus salées pour gagner une telle victoire. Mais ce que je voulais simplement dire, ils ont bloqué l'argent du Mali, ce qui fait que la dette extérieure que nous avons à payer, il y a des créanciers qui sont autour du Mali parce que sur les réseaux sociaux, on disait que le Mali était incapable d'honorer les encours de sa dette de tel ou tel montant. Alors, s'il y a déjà une décision de la justice qui est rendue, de mon point de vue, nous pouvons opposer cette décision de la justice aux créanciers pour leur dire que, bon, voilà, une décision a été rendue, eh bien, ce n'est plus moi, c'est une détention illégale de l'argent du Mali. Est-ce que, du point de vue juridique, ils ne peuvent pas avoir une action récursoire contre, je ne sais pas, l'organe dirigeante qui aurait refusé d'appliquer cela? Donc, s'il y a des intérêts en surplus que le Mali doit payer, probablement que nous pourrons aussi avoir les mêmes avocats pour dire que non, la décision a été rendue, qui m'a donné raison, donc il faut libérer l'argent du Mali pour que nous payions nos encours de la dette. Si ce n'est pas le cas, ces encours vont être maintenant supportés ailleurs que par le Mali. D'accord, Magalou qui vient pour revenir un peu sur le même sujet. En fait, Maître Konaré a oublié de dire qu'il fait partie du pool de 6 avocats qui ont vraiment brillamment conduit cette requête et vraiment c'est une victoire très symbolique, très forte. Non seulement de la compétence de nos avocats, mais aussi de l'indépendance de la justice et de la compétence de ces juges qui sont nommés par les États eux-mêmes. Il y a 8 juges. Mais maintenant, ce que je veux dire, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, ce sont eux qui nomment les présidents et les membres de tous les organes de l'UEMOA, y compris la Cour de justice. Donc il y a un magistrat de chaque pays. Donc il y a 8 magistrats. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un des nôtres qui a présidé cette Cour de justice. Et pour revenir maintenant à ce que Bamba disait par rapport au marché financier et régional de l'UEMOA, tous les pays, 8 pays, se refinancent leur trésorerie sur ce marché financier et régional, marché financier et monétaire. Et on empêche le Mali de se refinancer. On est exclu du système de paiement de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est illégal, c'est illégitime, c'est disproportionné et ça ne doit pas se faire. Ce n'est pas le rôle d'une banque centrale. Mais maintenant, il y a un deuxième point.
le fait d'avoir exclu le Mali a emprunté en 2021 897,5 milliards de francs CFA sur ce marché monétaire, y compris 147,5 milliards au niveau du marché financier et le reste, sur 747 milliards sur le marché monétaire. 600 milliards ont déjà été remboursés. Le reliquat n'a pas été remboursé. Si le ministre des Finances a essayé de rembourser une partie, ils ont dit non, on n'accepte pas votre argent. Et après, on nous fait dire que le Mali est en défaut de paiement. On n'est pas en défaut de paiement. C'est un défaut de paiement partiel. Parce que si on ne nous avait pas exclus, les liquidités sont là, il n'y a pas de raison. Et en plus, ce que Bamba vient de dire, avec la décision de justice maintenant, nous avons une argumentation. Donc ce que cela fait, c'est qu'on est en train de décrédibiliser même le marché financier et monétaire de l'UEMOA à cause des raisons politiques injustifiées. Donc ils sont en train de se tirer une balle dans le pied et en train de mettre en risque, d'élever le risque de crédit. Et on a une de nos banques sous-régionales qui a commencé à avoir des difficultés à cause de ce problème qui n'est qu'en réalité politique. D'accord, donc avec cette ordonnance, le Mali peut faire prévaloir sa signature, donc avec cette ordonnance-là, le pays reste solvable. Le pays est solvable, mais le ministre des Finances a fait un communiqué dans ce sens. Non seulement il a essayé de rembourser, il a dit la liquidité est là, mais la BCEAO a dit non, vous n'avez pas droit d'utiliser notre système de paiement. Et ce n'est écrit nulle part dans aucun statut de la Banque centrale, ni dans le traité de révisé de l'UEMOA. D'accord. Maître Konaré, ensuite Bamba, et on va sortir de cet imbroglio juridico-financier. En réalité, il n'y a pas d'imbroglio. Un organe de l'UEMOA a pris une décision de sanction de manière illégale. La Cour de justice chargée de veiller à la régularité des décisions de l'UEMOA a suspendu. Il n'y a pas d'imbroglio. L'imbroglio vient quand les chefs d'État de l'UEMOA vont décider de refuser d'exécuter la décision de la Cour. Ce serait un fâcheux précédent. Ça montrerait tout simplement qu'il n'y a pas de légalité au niveau de l'UEMOA et il n'y aurait plus aucune raison pour le Mali de rester dans cette instance. D'accord. Au même titre que je suis partisan du retrait de la CEDEAO, je serai partisan du retrait de l'UEMOA au cas où les chefs d'État de l'UEMOA décideraient de rejeter la décision de la Cour, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est pas une question de légalité, c'est une question de rapport de force, c'est une question de jungle. D'accord. Voilà. Bamba, est-ce que on ne peut pas dire qu'il y a un malaise au sein de la CEDEAO, sinon en termes de présence, de participation des chefs d'État, sur 12 possibles, il n'y avait que 5. C'est aussi une première dans les sommets de chefs d'État de la CEDEAO. Seulement 5 chefs d'État sur 12 possibles. Est-ce que cette ordonnance de la Cour de justice de l'UEMOA, puisqu'il s'est dit également que même à l'interne, entre les chefs d'État, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, est-ce qu'on peut parler de malaise à l'interne au niveau de l'institution sous-régionale? Non, moi je pense que le malaise il est patent. Le malaise il est patent. Vous avez dit que sur 12 il y avait 5. Alors d'autres se sont fait représenter et nous, on n'avait pas eu le droit de se faire représenter. Mais ce sur quoi je voulais intervenir, c'est qu'aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, avec ce qu'on est en train de voir, le monde est en train d'aller à une bipolarisation. Et c'est le même type de sanctions qu'on a fait à la Russie et ils ont mis en place un nouveau système pour régler leurs affaires. Alors est-ce que, je ne sais pas ce que Mao en pense, est-ce que demain, le Mali ne doit pas avoir un regard sur ce nouveau moyen de paiement qui est en train d'être mis en place par la Russie et la Chine pour contrecarrer un peu le monopole des systèmes de paiement mis en place par l'Europe sur le dollar. Donc je me dis que, est-ce que ce moyen ne nous permettra pas de gérer demain nos dettes au lieu de s'arc-bouter sur le seul système qui est en place? D'accord, on va très rapidement. Okay, avant que je vous pose une question. Nous avons deux recettes d'exportation principalement qui sont payées en dollars, l'or et le coton. C'est payé en dollars. Donc pour le moment, je pense qu'on n'a pas de problème avec cela. D'accord. Ok, mais on peut intégrer évidemment. D'accord. Magalou, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que maintenant on va essayer de venir aux résolutions du sommet. La CEDEAO propose 12 à 16 mois, le gouvernement malien 24 mois incompressibles. Il n'y a que 8 mois d'écart, ça veut dire que plus ou moins les positions se rapprochent, non?
Un dernier point sur l'UEMOA, parce que vous savez, c'était Roch Christian Kaboré, le président Roch Marc Christian Kaboré, qui était président de l'UEMOA depuis mars 2021. Il vient d'être remplacé par le président Patrick Talon du Bénin. Donc il y a un nouveau président au niveau de l'UEMOA. Je pense que les choses vont se décanter. Maître, moi je suis confiant, je pense qu'on ne va pas en arriver là et que je pense que tout le monde connaît ses limites maintenant. Je pense qu'on est en train de mettre balle à terre et qu'on va trouver un terrain d'entente bientôt. Qu'on a été compris. D'accord. Maintenant, entre 24 mois incompressibles et 12 à 16 mois. La CEDEAO a bougé. Et je pense que l'invitation lancée au président de la transition, moi, je pense que c'était un élément positif. Maintenant, qu'il soit parti ou pas, lui-même, il est spécialiste des questions de sécurité. Il connaît les enjeux plus que quiconque. S'il n'est pas parti, il doit avoir ses raisons. Mais sur le plan politique, la symbolique était forte. Qu'il avait traité de illégitime. En tout cas, si on lui a adressé une invitation, ce n'est pas lui qui est illégitime. De deux, une rencontre à huis clos, ça veut dire que ce sont les chefs d'État uniquement qui se réunissent. Mais par contre, comme Bamba l'a dit, tout dépend des rapports de force au niveau des 15 chefs d'État. Qui sont ses alliés et qui sont ses adversaires? Peut-être qu'il a dû faire aussi la balance, en tout cas l'analyse coût-bénéfice. Donc, si vous prenez les 12 mois initiaux avant le sommet, plus les 24 mois que les autorités de la transition demandent, ça fait 36 mois. 36 mois divisé par 2, ça fait 18 mois. Donc maintenant que la balle s'est rapprochée, que la CEDEAO propose 16 mois et que les autorités proposent 24 mois, je pense qu'un terrain d'entente peut vite être trouvé. Je pense que maintenant, les négociations, en tout cas, sont de bonne foi. Et il ne faut pas oublier que c'est un délai de 1 mois qui a été donné par la conférence des chefs d'État pour trouver un accord sur la proposition qui a été faite. D'accord. Maître Kounaré, avant de vous faire réagir sur les propositions de part et d'autre, 24 mois incompressibles, 12 à 16 mois, vous, qu'est-ce que vous auriez conseillé au président de la transition en termes de participation ou pas à ce sommet à Accra, puisque un adage de chez nous dit que on ne parlera jamais de vous en bien dans un vestibule où vous êtes absent. Moi, je me souviens qu'il y a une décennie ou 2 décennies, Charles Taylor avait été invité par la CEDEAO au Nigeria. Oui. Une fois qu'il est arrivé, on l'a pris là-bas. Samuel Doe. C'est Charles Taylor. Charles Taylor. Ah, oui. Et c'est la même CEDEAO, à travers sa force ECOMOG, qui a livré Samuel Doe à ses bourreaux. Moi, je ne serais jamais parti à un tel sommet où on vous jetterait un peu de polonium à la figure et vous êtes fichu. Est-ce que la comparaison est tenable? Assimi Goïta, il est très populaire au Mali et même à l'international, plus populaire que Samuel Doe. Je ne fais aucune confiance à ces chefs d'État. Je ne serais pas de cette rencontre-là où on me jetterait un peu de polonium sur mon fauteuil et je mourrais le lendemain. Non. Je ne partirai pas. D'accord. Voilà. Okay. Maintenant, par rapport au délai, je vous ai déjà dit que la CEDEAO menait la guerre de la France par personne interposée. Donc, ce n'est pas les délais qui intéressent la CEDEAO, c'est nous faire fléchir, nous faire renoncer à nos réformes, nous faire renoncer à la diversification de notre partenariat militaire. Donc, la CEDEAO n'est pas légitime à nous dicter quoi que ce soit et je serai le président, je décréterai le délai de transition que je voudrais et je ne présenterai aucun calendrier à personne, si ce n'est au peuple malien. Ok, Bamba, j'ai l'impression que vous voulez réagir par rapport à l'opportunité ou pas, oui. Oui, mais je le disais au départ, comment il se trouvera, le président Assimi se serait trouvé dans une salle avec des chefs d'État qui lui sont tous hostiles. Mettez-vous à sa place. Non, mais... La preuve est là, s'ils ne sont pas tous hostiles, les sanctions seraient levées il y a longtemps. Si les sanctions sont encore là, c'est qu'il y a une majorité des chefs d'État qui sont d'accord avec ça. Alors, imaginez qu'il se trouve seul dans une telle salle et on ne sait pas comment ça va se passer. Il ne maîtrise pas la sécurité dans le pays d'accueil où il va aller.
Et il ne sait pas, comme Maître l'a dit, les moyens sont tellement sophistiqués aujourd'hui que même si vous n'en mourrez pas tout de suite, mais votre système cérébral de réflexion peut être totalement annihilé et vous devenez une autre personne. Donc c'est pour toutes ces raisons que moi je dis ce n'est pas simplement cette réunion, mais pour toutes les autres à venir, jusqu'à la fin de la transition, je ne souhaite pas que le président il voyage. Il peut se faire représenter par qui des droits, mais je crois qu'il est bon ici. Parce que ce serait une guerre africaine que ce à quoi on ne veut pas penser arriver s'il était parti. Donc moi je pense que sa présence aurait pu être le ministre des Affaires étrangères, quand il reçoit comment on appelle, un mandat en bonne et due forme, en la matière, dans la salle ce jour-là, pour le sujet, il représente bien le chef de l'État. Alors pourquoi ils veulent lui retirer le droit de se faire représenter comme l'autorisent les conventions coutumières internationales en la matière? Alors je ne vois pas de raison. D'accord. Makalou, par rapport aux objectifs que la transition, les autorités se sont fixés, est-ce que vous pensez que les 12 à 16 mois proposés par la CEDEAO, on peut peut-être lorgner un peu en accélérant pour aller dans cette optique-là, où vous pensez qu'il faudrait que de façon souveraine, autonome, les autorités maliennes aillent selon leur rythme, non, leur agenda? Il y a le souhaitable et il y a le réalisable. Maintenant, quelles sont les missions de la transition? Maintenant, qu'est-ce que la transition peut faire et peut ne pas faire? Écoutez, les réformes, elles sont d'abord d'ordre conjoncturel. Ce sont les réformes qu'on peut faire immédiatement et à court terme. Mais vous avez les réformes structurelles qui sont à moyen et à long terme. Ça prend des années, ça peut prendre une génération, ça peut prendre des décennies. Donc, de quoi avons-nous besoin maintenant? Moi, je pense qu'il faut un minimum de réformes au niveau de la défense et de la sécurité. Cela est en train de bien se faire. Je pense qu'il faut une réforme, et c'est pour moi ça, c'est extrêmement important après la défense, c'est la justice, la réforme de la justice. Qu'on aille plus vers un état de droit, une hiérarchie de normes, comme vous l'avez dit, la séparation des pouvoirs et l'égalité des citoyens devant la loi. Mais aussi, il faut, en plus de cela, des réformes institutionnelles. Si nous voulons, parce qu'à mon avis, l'objectif ultime de cette transition, c'est de transférer, c'est d'aller vers l'ordre constitutionnel. Cela à travers des élections libres, apaisées, démocratiques et transparentes. Donc, si cela se fait, mais pour que cela se fasse, il y a des étapes à faire. Donc, il y a l'aspect technique. Et c'est l'administration malienne et les forces vives maliennes, le personnel politique et l'administration qui doivent se mettre à table pour mettre un calendrier consensuel. Et ça, ce n'est pas du ressort de quelqu'un d'autre. Ce sont les Maliens qui doivent se mettre à cette tâche. Une fois que cela est défini techniquement, qu'on peut faire, on a un chronogramme dans l'espace et dans le temps, avec le financement, en ce moment, on monte cela à qui de droit pour qu'on nous accompagne. Mais c'est notre décision. D'accord. Maître Konaré, est-ce que des actions ont été jusque-là menées, des actions qui sont de nature à conforter, à convaincre la CEDEAO de la pertinence des 24 mois proposés? Est-ce que des actions ont été menées au-delà de la sécurisation qui est normale, qui est visible? Ça se dit, tous les Maliens en sont fiers. Mais au-delà de ça, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres actions, ça et là, qui sont susceptibles de nous ramener au retour à l'ordre constitutionnel? La première action menée, c'est la sécurisation en cours du territoire national. Vous savez ce que veut la CEDEAO? C'est d'organiser des élections bidons et de dégager les autorités de la transition. Un point, un trait. Maintenant, les suites de ces élections, ce n'est pas leur problème. Que nous coulions ici après les élections, ce n'est pas leur affaire. C'est pourquoi je ne vais pas les écouter. Parce que leur souci n'est pas le Mali. Leur souci, ils sont dans les livres. Ils sont dans les livres et dans les salons français, en train de mener la bataille des Français par procuration. Ce n'est pas des gens comme ça que je vais présenter mon calendrier. Moi, mon calendrier est calqué sur les préoccupations du peuple malien
Et tant que ce calendrier convient au peuple, moi, je m'en félicite. Oui, je ne le présente à personne. Ouais, maître, on a l'impression que le gouvernement ne donne pas d'autres arguments à la CEDEAO, hormis la montée en puissance de l'armée, hormis la sécurisation. Alors que quand on dit ça, tous les Maliens en sont fiers. Il faudrait ajouter à cela d'autres actions concrètes menées par le gouvernement dans le cadre de la refondation. La loi sur la relecture de la loi électorale n'est pas sur la table du CNT. L'organe unique de gestion des élections figure dans cette loi. Il y a en cours un projet de relecture de la constitution du Mali. Tous ces textes-là sont en train d'être préparés. Mais il faut qu'on ait le temps d'en parler à la classe politique, d'en parler au peuple malien de l'intérieur et de l'extérieur. Ça prend du temps. Et c'est ce temps qu'on ne veut pas donner au Mali. On veut nous jeter dans des élections impréparées qui vont déboucher sur une nouvelle crise. Ok, Bamba. Non, moi je voulais dire qu'il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Notre point d'Achille, c'est effectivement ce calendrier consensuel que nous ne sommes pas arrivés à faire adopter d'abord. Oui. Parce qu'il n'y a pas une certaine unanimité de la classe politique. Moi qui suis ici, je ne sais pas exactement quelles sont les actions dans 12 ou 16 mois qu'on veut faire. C'est ça notre point d'Achille. Ce n'est pas parce qu'on soutient qu'on ne peut pas dire ça. Je dis simplement que le gouvernement devrait... Oui. Toujours par rapport au sommet de la CEDEAO, sans vous couper, on a Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement guinéen en ligne de Conakry. Vous savez que la Guinée a également été à l'ordre du jour de ce sommet. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Africable. Monsieur le ministre. Oui, bonsoir. Oui, comment est-ce que le gouvernement guinéen réagit à cette décision de la CEDEAO, notamment sur la Guinée? Disons que nous, on ne se sent pas concernés. Ce n'est pas lié, en tous les cas, par les décisions de la CEDEAO, parce que la Guinée n'a pas pris part à ce sommet. Et puis, au regard des tournures que prennent de plus en plus ces décisions de la CEDEAO, il est légitime de se questionner aujourd'hui sur les objectifs qui sont poursuivis par les chefs d'État. C'est pour renforcer l'intégration par le renforcement de nos institutions, de notre démocratie, de notre vivre ensemble, ou bien c'est juste des mécanismes qui sont mis en place pour axifier des peuples et contraindre et soumettre certains pays à des comportements qui sont plus ou moins inacceptables. Donc nous sommes distants par rapport à ça, nous les observons. À partir du moment où il n'y a pas d'engagement que le gouvernement ait pris devant cette instance, ces injonctions ne nous concernent pas. Ok, il y a M. Bamba qui souhaite vous poser une question. Oui, Bamba. Non, je voulais savoir, est-ce qu'il est possible aujourd'hui que la Guinée et le Mali aillent un peu plus en profondeur sur la coopération économique entre nos deux États? Nous sommes condamnés à le faire. Nous sommes condamnés à le faire, ne serait-ce que par l'histoire des deux peuples. Mais ce n'est même pas par rapport à la CEDEAO. Je pense que le Mali et la Guinée ont intérêt à renforcer cette relation, parce que d'abord, les deux capitales sont les plus proches dans la sous-région, et aussi il y a des possibilités de faire des co-développements, des co-entreprises qui vont relier le Mali et la Guinée par le chemin de fer avec une zone franche portière. Pourquoi pas? Je pense que le Mali peut bien disposer d'une zone franche portière en Guinée, et ensemble on va développer un chemin de fer qui va relier les deux capitales. Les pays ont intérêt à réfléchir à ça, parce que la proximité, l'histoire, la géographie, tout ceci concourt à ce qu'on aille dans ce sens-là. Ok, monsieur le porte-parole, ça ce n'est pas la CEDEAO, c'est nous-mêmes. Est-ce qu'on peut avoir une esquisse de chronogramme de la transition en Guinée? Puisqu'au Burkina Faso, on entend 3 ans, au Mali, on entend 24 mois incompressibles, plus 18 mois. En Guinée, jusque-là, on n'a pas encore entendu quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir une esquisse ce soir? Je pense que le Mali et le Burkina sont partis de l'analyse du contexte de leur pays pour proposer ces sorties de crise. C'est au regard de cela, nous sommes en train de travailler tranquillement à mettre en place des mécanismes de sortie de la transition. Et c'est au regard de cela, de l'analyse approfondie du contexte guinéen, que nous allons nous prononcer là-dessus. Un mécanisme est déjà édicté dans la charte, et c'est comme ça que nous allons le dérouler sans problème, sans subir les dictats politiques que ce soit. La CEDEAO vous donne 1 mois pour vous proposer cela. C'est une injonction. Est-ce qu'on aura le chronogramme pendant ce délai-là, ou est-ce que, voilà, qu'est-ce qui va se passer?
Ben, je ne sais pas, nous, la Guinée n'a pas l'habitude de fonctionner sous le diktat d'injonctions de cette nature et de quelques pays que ce soit. Donc nous allons évoluer tranquillement tout en gardant le respect normal et diplomatique avec nos partenaires de la CEDEAO, mais en les rappelant fermement que la Guinée ne subira aucun diktat par rapport à cela. Merci, Monsieur Ousmane Gawal Diallo. Je rappelle aux téléspectateurs que Monsieur Ousmane Gawal Diallo est le porte-parole du gouvernement guinéen. Il est parti. Hein. Non, juste un commentaire. Oui, allez-y. Oui, le chemin de fer Mali-Guinée, c'était déjà acquis sous la Première République, tout juste avant le coup d'État, avec le financement, et nous avons tous les éléments. D'accord. Voilà. Et dans la sous-région également, il faut noter l'arrivée cet après-midi à Bamako des jeunes marcheurs sénégalais qui ont quitté Dakar, qui ont parcouru plus de 1300-1400 km. Ils sont arrivés, ce ne sont pas ces images-là, ils sont arrivés cet après-midi à Bamako, ces marcheurs sénégalais. Et mardi prochain, à partir de 14h sur le boulevard de l'Indépendance, il y aura une cérémonie officielle, un meeting d'hommage à ces jeunes pour magnifier la coopération sous-régionale et africaine mardi à partir de 14h sur le boulevard de l'Indépendance. Maître Konaré. Avant que tu ne passes, Ousmane, monsieur le ministre porte-parole du gouvernement guinéen, a la même appréhension des problèmes que moi. Je vous ai dit, ne présentons de calendrier à personne, si ce n'est au peuple malien. La CEDEAO ne peut pas nous manger. D'accord. Voilà. Ousmane Bamba, est-ce que le fait que la CEDEAO aille en clash avec le Burkina, c'est vrai, on n'a pas encore entendu la réaction des autorités burkinabées. C'est vrai que ce matin, il y a eu une marche pour demander l'intervention de la Russie. Les images ont passé. Mais la CEDEAO maille à partir avec le Mali, avec la Guinée, avec le Burkina Faso. Quid de l'avenir de cette institution sous-régionale, finalement? Non, moi je suis... souvent, il me fleure l'idée que des chefs d'État sont en train de travailler à l'interne pour l'éclatement de la CEDEAO, pour vraiment permettre qu'on fasse ce qu'on veut faire. Parce que je ne comprends pas la fixation sur un certain nombre de points. Imagine avec le Burkina, avec le Mali, avec la Guinée, si ces trois pays décidaient de se retirer de la CEDEAO, ben, qu'adviendrait de la CEDEAO? Donc la CEDEAO est là pour moi pour renforcer la coopération entre nos États. Okay? Et même quand ils pensent avoir raison, les chefs d'État, mais il faut qu'ils aient comme baromètre d'indicateur, un indicateur comme le ressenti des populations et des peuples africains face aux décisions qu'ils prennent. Parce qu'en somme, de toute façon, ces décisions sont prises pour les peuples africains. Mais partout, il y a une levée de bois vert, il y a une levée de boucliers contre les décisions qu'ils prennent. Alors je me dis, est-ce que ces chefs d'État ne travaillent pas pour que la CEDEAO éclate afin qu'il naisse sur ses cendres une nouvelle organisation qui sera beaucoup plus conforme à notre idéal de vivre voilà.